C'est la stupéfaction à Beyrouth. Hier, en banlieue de la capitale libanaise, une attaque au drone attribuée à Israël a visé l'appartement où se trouvait Salel al-Arouri, le numéro 2 du bureau politique du Hamas. Il était en exil dans ce pays voisin d'Israël, avec qui il partage sa frontière sud. Frontière sur laquelle des bombardements réguliers y ont par exemple tué le journaliste de Reuters, Issam Abdallah, le 13 octobre dernier, ou encore 7 autres personnes, le 21 novembre. Mais cette fois-ci, c'est l'intérieur même du pays qui a été visé. C'est la première fois depuis la guerre qui opposait les deux pays en 2006, et c'est un camouflet pour le Hezbollah libanais ainsi que pour le Hamas qu'il soutient. Salel al-Arouri était une figure historique du mouvement de résistance islamique qui a planifié l'attaque sanglante du 7 octobre contre Israël, qui, pour la première fois jusqu'ici, a visé un cadre dirigeant du Hamas, un cadre de premier plan. Une promesse faite et répétée par le gouvernement de l'État hébreu, les dirigeants du Hamas en exil paieront eux aussi l'attaque du 7 octobre. Mais à quel prix ? L'attaque a été opérée hier par 2 drones. Elle a été faite en violation d'un territoire étranger, d'autant plus sur celui d'un pays avec lequel des tensions fortes persistent depuis la fin de la guerre de 2006 et où de très nombreux Palestiniennes et Palestiniens ont trouvé refuge après la création de l'État d'Israël sur leur terre entre 1947 et 1949. Dès hier, mardi soir, le Hezbollah libanais, prévenant que, je cite, l'assassinat de Salel al-Arouri était non seulement une grave agression contre le Liban, mais aussi un sérieux développement dans la guerre entre l'ennemi et l'axe de la résistance menée par l'Iran face aux USA et Israël, où l'on retrouve entre autres la Syrie et toute une série de milices armées dont le Hezbollah et le Hamas. Depuis hier, nombreux sont ceux qui réagissent à cette attaque. Tout d'abord, l'armée israélienne qui déclare être dans un état de préparation très élevé pour tout scénario. Tant que de l'autre côté de la frontière, le Hezbollah libanais a déclaré que ce crime ne restera pas sans riposte ou impuni, ce qui laisse craindre un risque fort d'escalade dans cette région où les négociations sont au point mort. Alors pour en parler, ce soir, je reçois Karim Emile Bitar, professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth et spécialiste du Proche et Moyen-Orient. Bonsoir Karim Emile Bitar. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en duplex depuis Beyrouth. Alors, dans quel état, c'est ma première question en fait, et la ville, on se le demande, la ville et ses habitantes et habitants se sont-ils réveillés dans quel état ce matin après l'attaque d'hier soir ? Avec une terrible angoisse, le Liban traverse depuis déjà quelques années l'une des plus graves crises de son histoire, une crise véritablement existentielle, une crise de régime, une crise économique et financière, une crise environnementale. Et tout au long de son histoire, depuis son accès à l'indépendance en 1943, le Liban a souvent été pris dans le tourbillon des guerres régionales, a été le terrain sur lequel les puissances régionales se livraient des guerres par procuration. Le Liban a déjà subi plusieurs invasions israéliennes, la plus marquante étant celle de 1982, qui avait causé la mort de plus de 20 000 civils libanais selon des sources israéliennes et de plus d'1 million de réfugiés. Il y a également eu la guerre de 2006 qui a été un véritable traumatisme, même si elle a duré uniquement un mois. Et ce qui est frappant, c'est que toutes ces guerres qui ont été menées au nom de la lutte contre le terrorisme ont été extraordinairement contre-productives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve en 2023 avec un Hezbollah qui est infiniment plus puissant qu'il ne l'était en 2006 lorsque Israël avait dit vouloir éradiquer le Hezbollah, comme on nous dit aujourd'hui qu'on va éradiquer le Hamas. C'est un peu à l'échelle d'un petit pays en miniature, les mêmes échecs, les mêmes impasses et les mêmes impostures qui furent celles de la guerre globale contre le terrorisme à l'échelle mondiale, où on a vu que les expéditions hasardeuses menées en Irak et en Afghanistan ont conduit à des millions de victimes civiles, à une montée en puissance de l'Iran, à une dislocation du lien social, des structures étatiques dans la plupart des États de la région. Donc, force est de constater que les leçons n'ont pas encore été tirées, qu'Israël est en train aujourd'hui de reproduire les erreurs qui ont été commises par les États-Unis après le 11 septembre. Et cette fois-ci, il y a fort à craindre que le Liban en paye une nouvelle fois le prix. Et pour un petit pays comme le Liban, qui traverse déjà tellement de drames existentiels, ce serait peut-être le coup de grâce s'il devait y avoir une extension de la guerre à Gaza à travers une ouverture d'un deuxième front avec le Hezbollah.
On le comprend. Et à travers vos propos, est-ce que on peut imaginer que la volonté, parce que là, il y a quand même Israël, de son point de vue, c'est une opération à succès. Le fait, c'est la première fois qu'ils visent et qu'ils réussissent à tuer un acteur de premier plan, des personnes qui pilotent le Hamas. Est-ce que selon vous, c'est peine perdue et que malgré tout, peu importe ce que Israël ou l'armée d'Israël ferait, le Hamas en sortirait grandi, comme le Hezbollah en est sorti grandi, comme vous dites? C'est un risque qui existe bel et bien. On a vu ça avec toutes sortes de mouvements du même type à travers le monde. Vous pouvez liquider 5, 6, 10, 20 cadres dirigeants. D'autres vont émerger assez rapidement. Ils n'auront peut-être pas les mêmes aptitudes, mais au bout de quelques mois, les postes seront pourvus. Et quand on dit vouloir éradiquer des mouvements de ce type, c'est également quasiment mission impossible, car à partir du moment où ces groupes ont un ancrage social, sont présents dans le cadre d'une société, qu'ils ont ne serait-ce que quelques centaines de membres qui les soutiennent, il est impossible de les éradiquer selon une étude qui a été menée par la Rand Corporation, qui est un think tank américain très proche de l'industrie de la défense, du complexe militaro-industriel. Donc, ce ne sont pas des woke de gauche qui ont fait cette étude. Et ils nous ont dit très clairement qu'à partir du moment où un mouvement a plus que quelques centaines de partisans, il est quasiment impossible de l'éradiquer. Il faut passer par un processus politique. Et dans le cas du Hamas et du Hezbollah, quoi qu'on pense de l'idéologie profondément réactionnaire de ces mouvements, qui ont eu recours au terrorisme à de multiples reprises, qui ont mené, le Hezbollah, en tout cas au Liban, a mené une sorte de contre-révolution contre les aspirations de la jeunesse en 2019. Mais quoi qu'on pense de leur idéologie, ces mouvements ont encore un ancrage, ont encore une popularité assez considérable dans leurs communautés respectives. Et donc, il est assez illusoire de penser qu'on pourra les éradiquer. On peut au contraire craindre que la brutalité des bombardements et la rhétorique incendiaire et parfois ouvertement génocidaire des leaders israéliens, on a encore aujourd'hui plusieurs ministres qui appellent ouvertement au nettoyage ethnique de À Gaza, l'immigration, il est à effectivement. craindre Oui. que cela ne suscite de nouvelles vocations et que quand bien même on aurait liquidé un grand nombre de dirigeants, on aura aussi fait naître des vocations chez les jeunes qui ont tout perdu à rejoindre ces mouvements. C'est un peu une fuite en avant côté israélien à laquelle nous assistons aujourd'hui. C'est probablement aussi parce qu'ils ont été incapables d'atteindre leurs objectifs de guerre à Gaza que les Israéliens ont choisi de frapper le Liban pour envoyer un signal aux autres alliés régionaux de Téhéran. Et ce qui me semble particulièrement inquiétant, c'est qu'on apprend aujourd'hui par la presse israélienne que même les États-Unis, l'allié privilégié d'Israël, n'avaient pas été prévenus parce que les États-Unis s'efforçaient d'appeler un tant soit peu à la retenue, d'éviter l'ouverture d'un second front. Donc, c'est cela qui m'inquiète le plus, c'est le fait qu'Israël aujourd'hui est dans un tel état de traumatisme que même les conseils de ses amis européens et américains sont en train de tomber dans l'oreille de sourds et la politique intérieure guidant souvent la politique extérieure d'Israël, c'est Kissinger qui le disait, il est à craindre que M. Netanyahou, souhaitant s'accrocher à son poste, éviter toute reddition de comptes, puisse être lui aussi tenté par cette fuite en avant, l'ouverture d'un deuxième front. Il pourrait ainsi éventuellement bénéficier de ce parapluie, comme il a le sentiment qu'il y a un soutien qui reste inconditionnel dans plusieurs pays occidentaux, qu'il y a un soutien qui reste inconditionnel dans plusieurs pays occidentaux, qu'il peut aller au bout, qui reste inconditionnel dans plusieurs pays occidentaux, qu'il peut aller au bout et qu'il peut renier les ailes de Téhéran en frappant tous ses alliés régionaux. Mais ce ne sera pas une partie de plaisir, car l'histoire a montré qu'Israël s'est souvent fracassé les dents lorsque elle a occupé le Sud-Liban ou voulu anéantir les mouvements qui s'opposaient à lui. Effectivement, et vous le rappelez, on peut peut-être essayer d'expliquer ou comprendre la situation avec le traumatisme évidemment subi par les Israéliens et Israéliennes. Mais je le rappelais brièvement dans l'introduction, les tensions historiques
qui existe entre Israël et le Liban, ainsi que la promesse d'une riposte, vous l'avez suivi comme tout le monde, de ce dernier, de l'État du Liban vers l'État hébreu, quelle forme pourrait, selon vous, prendre, même si là il est quand même très tôt pour l'imaginer, prendre cette riposte ou cette lutte contre l'impunité? On rappelle que cette fois-ci, l'État du Liban est un État. Est-ce qu'il a, au passage, droit de riposter? Est-ce qu'il a le droit, en fait, de répondre? La violation de la souveraineté libanaise est en effet incontestable, mais je crains que nos autorités libanaises soient totalement aujourd'hui absentes, inconnues au bataillon, complètement comateuses, dans un état de décrépitude tel Mhm. qu'elles seront incapables de prendre la moindre initiative. Elles pourraient éventuellement porter plainte devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais sur le terrain, c'est bel et bien le Hezbollah qui est maître du jeu. L'armée libanaise, l'État sont marginalisés depuis de longues années. Donc l'État ne répondrait pas, mais par contre, le Hezbollah, oui, et ça pourrait prendre quelle forme? Est-ce que vous parlez quand même d'un nouveau front? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que c'est désirable d'une partie comme de l'autre de ce conflit historique? Alors, si on part du principe que les acteurs sont rationnels, Oui. ni l'Iran, ni le Hezbollah, ni Israël n'auraient Mhm. intérêt à l'ouverture d'un second front. Toutefois, il n'est pas exclu que des erreurs de calcul, une riposte parfois mal calibrée, puissent entraîner un engrenage qui puisse conduire à une guerre ouverte. Ce n'est pas du tout exclu. Il y a des considérations de politique intérieure en Israël, on en parlait. Il y a le fait que le Hezbollah se trouve aujourd'hui quelque peu coincé parce qu'ils ont été quand même frappés au cœur et qu'ils se doivent de réagir parce que leur propre dirigeant, le chef du Hezbollah, avait dit à plusieurs reprises, si un dirigeant est assassiné au Liban, qu'il s'agisse d'un Libanais, d'un Syrien ou d'un Palestinien, nous répliquerons. Reste à savoir quelle sera la réplique du Hezbollah, à quel moment elle interviendra. Il est probable qu'on essaie de temporiser. Le Hezbollah ne souhaite pas, je pense, une guerre ouverte. Ses parrains iraniens non plus. Mais s'il décide de tester lui aussi les règles d'engagement qui ont été enfreintes hier par Israël, si le Hezbollah devait bombarder un peu plus loin que d'habitude, faire un peu plus de victimes que dans ses frappes précédentes, cela pourrait entraîner une réaction israélienne extrêmement violente. Et là, personne ne peut prédire comment cela se On va se terminer. terminerait, Ouais. sauf que ce serait inévitablement un carnage dont les civils seraient les premières victimes. On peut l'imaginer. Alors, le 31 décembre dernier, sur Ivan 4 News, le colonel de réserve de l'armée israélienne a déclaré ceci, on l'écoute. Au niveau de la frontière nord, il y a, je dirais, une gestion de cette crise sécuritaire, une sorte de joute entre le Hezbollah et Tsahal, avec des lignes à ne pas dépasser. En tout cas, si le Hezbollah dépasse ces lignes, c'est le Liban tout entier qui est en danger. Et comme l'ont dit le chef d'état-major de l'armée israélienne et également le ministre de la Défense, ce qui se passe à Gaza peut également arriver à Beyrouth. Israël ne veut pas cela. Alors voilà, c'était monsieur Olivier Rafovitch, le colonel de réserve de l'armée israélienne, alors qui déclarait, hein, je répète, si vous n'avez pas bien entendu depuis Beyrouth où vous êtes, ce qu'il se passe à Gaza peut également arriver à Beyrouth si le Hezbollah dépasse les lignes, c'est la totalité du Liban qui sera en danger. C'est donc 2 jours avant l'attaque au drone de hier soir. Est-ce qu'on peut y voir une sorte d'avertissement en amont? Et puis, Beyrouth prend-il ce qu'il peut être qualifié de menace ici au sérieux? Est-ce que Beyrouth prend ça au sérieux? Ces menaces, en tout cas, sont récurrentes. On a entendu depuis déjà une quinzaine d'années, quasi systématiquement, de très hauts responsables israéliens menacer de ramener le Liban à l'âge de pierre. Là, récemment, pendant cette guerre, de raser Beyrouth comme ils sont en train de raser Gaza. Une rhétorique vraiment extrêmement violente qui ne suscite que très peu de réactions en Occident. Si on avait ce type de réaction dans la bouche d'un officiel iranien, cela aurait très vite suscité une levée de bouclier en Occident. Là, on a le sentiment que c'est devenu routinier. Donc, il est certain que Israël pourrait être en mesure de causer en un temps record des dommages considérables au Liban, mais les
propos qu'a tenus le porte-parole de l'armée israélienne que vous avez cité font écho aux propos de certains dirigeants du Hezbollah qui disent souvent la même chose, qu'Israël ne doit pas dépasser certaines lignes rouges et que le Hezbollah aurait également la possibilité de frapper Israël au cœur. Donc, il est à craindre que ce qui s'est passé hier, cet assassinat ciblé, ne soit considéré par le Hezbollah comme un franchissement de cette ligne rouge et qu'il cherche à répliquer et que cette réplique, si elle apparaît comme sortant des règles d'engagement, comme étant été un peu trop mal calibrée, pourrait entraîner une réaction israélienne extrêmement virulente. Certains en Israël cherchent peut-être un prétexte pour ouvrir un deuxième front. Ils estiment que tôt ou tard, ils devront régler son compte au Hezbollah et qu'il ferait bien de le faire aujourd'hui, alors qu'ils ont ce soutien des États-Unis, qu'ils ont une armée sur le pied de guerre. Donc c'est un choix extrêmement dangereux, mais cette politique parfois suicidaire d'Israël trouve très peu d'obstacles. C'est-à-dire que les seuls qui pourraient être en mesure d'appeler Israël à la raison, les États-Unis, ne sont pas en train de le faire, et lorsqu'ils expriment quelques réserves, lorsqu'ils incitent Israël un tant soit peu à la retenue, Israël ne prend même pas en considération l'avis américain. C'est ça qui me préoccupe le plus. Vous avez c'est une nouveauté, non? Est-ce que c'est nouveau, ça? Nous sommes en présence d'un choc des traumatismes, et tant que l'aspect psychologique n'aura pas été adressé, ces traumatismes très profonds, le pire pourrait advenir, car nous sommes dans un processus de diabolisation, de déshumanisation de l'adversaire, et c'est là, je crois, le cœur du problème. Effectivement, et on comprend que cette attaque hier soir pourrait apparaître comme une étape décisive dans ce conflit qui pourrait se régionaliser. On parlait du Hezbollah libanais, qui fait partie de l'acte dit de résistance mené par l'Iran, pour rappel, mais avec une certaine particularité, ce Hezbollah libanais, de ne pas suivre ou pas obéir systématiquement à la lettre aux ordres de Téhéran, car il suit aussi ses propres stratégies, on peut dire ses propres objectifs. Qu'est-ce que cela change, cette particularité-là, dans le rapport de force sur place? Est-ce que ça pourrait être bénéfique à l'un ou à l'autre des camps? Alors, pour comprendre le Hezbollah, il faut toujours rappeler qu'il y a une double filiation de ce mouvement. Il y a la filiation de 1979, la révolution islamique en Iran, la volonté de Khomeini d'exporter sa révolution dans le monde arabe. Mais la deuxième filiation, c'est celle de 1982, l'invasion israélienne du Liban, et donc la naissance d'un mouvement souhaitant résister à cette occupation israélienne. Donc le Hezbollah a longtemps oscillé entre sa dimension de projection de pouvoir de l'axe iranien et sa dimension islamo-nationaliste libanaise. Aujourd'hui, il est incontestable qu'il y a un lien organique très fort avec l'Iran. Le Hezbollah est un peu le joyau de la couronne pour l'Iran. C'est le mouvement qui est le plus susceptible de dissuader Israël d'attaquer directement l'Iran. C'est un peu une assurance vie. C'est du moins comme ça que le régime iranien voit le Hezbollah. Mais en même temps, le Hezbollah est un mouvement qui est très présent au Liban, socialement, économiquement, qui représente une large partie de la communauté chiite libanaise et donc qui n'est pas exclusivement un outil entre les mains de l'Iran. Il doit également prendre en considération l'opinion publique libanaise, et aujourd'hui cette opinion publique est très largement hostile à une entrée en guerre, même parmi la base partisane du Hezbollah, car ils sont tout à fait conscients que le Liban est très mal équipé et qu'il aura beaucoup de mal à résister socialement, économiquement, psychologiquement à une nouvelle guerre. C'est un pays qui est déjà à bout de force, qui a épuisé les limites de sa résilience qu'on nous avait tant vantée. Oui, et on l'a suivi évidemment ici, bien évidemment. Alors, justement, en parlant de la République islamique d'Iran, à l'instant, qui n'a d'ailleurs toujours pas officiellement réagi à la mort du numéro 2 du Hamas hier, peut-être que vous allez nous en dire un mot. C'est un attentat qualifié de terroriste par ce régime-là, qui a fait au moins 103 victimes aujourd'hui, une double explosion près de la tombe du général iranien Qassem Soleimani, qui était l'architecte, pour rappel, des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient, et qui a été tué en Irak par les USA, et dont l'Iran célèbre aujourd'hui le 104e anniversaire
donc de sa mort. Doit-on y voir un lien, c'est ma question, direct ou pas, avec les événements d'hier et plus globalement avec la situation généralement tendue dans la région? Il y a en effet un lien, car la personne ciblée hier à Beyrouth, M. Harouri, est l'un de ceux qui avaient contribué au rapprochement entre l'Iran, le Hamas et le Hezbollah. Il faut rappeler que pendant les premières années de la révolution syrienne, le Hamas était dans le camp hostile au régime de Bachar el-Assad et donc indirectement hostile à Téhéran. Les relations ont été tendues entre le Hamas et le Hezbollah pendant quelques années. Ce n'est que depuis 2 ou 3 ans que cet axe de la résistance, entre guillemets, a pu se reconstituer et a pu faire front commun. Là aussi, les attaques israéliennes sont souvent contre-productives car elles conduisent aussi à la création d'une solidarité organique ou mécanique entre des partis qui étaient souvent en conflit. Le Hamas, mouvement sunnite, le Hezbollah, mouvement chiite, qui étaient en désaccord profond sur la question syrienne, se retrouvent aujourd'hui à nouveau en train de serrer les rangs. C'est un peu le même phénomène qui s'était produit à l'échelle mondiale lorsque l'administration Bush avait voulu mettre tout le monde dans le même panier de cette guerre globale contre le terrorisme. On mettait dans un même panier le Hamas, le Hezbollah, Al-Qaïda, les frères musulmans, etc. Et cela empêchait de combattre véritablement des groupes qui sont, pour pouvoir gagner cette bataille contre le terrorisme, il faut identifier très clairement qui sont vos adversaires. Vous pouvez dire notre adversaire est représenté par le mouvement État islamique dans telle région et éventuellement mettre en place une stratégie pour le vaincre. Mais mener une guerre contre un concept qui est le terrorisme, c'est quelque chose d'impossible. Ça avait d'ailleurs été très bien rappelé juste après le 11 septembre par Jacques Derrida et Jürgen Habermas qui avaient fait un livre ensemble qui s'appelait Le concept du 11 septembre et qui rappelait que justement on ne peut pas faire la guerre à un concept, on ne peut pas faire la guerre à une technique. Le terrorisme a été utilisé par toutes sortes de mouvements à travers l'histoire, depuis les zélotes dans l'Antiquité jusqu'à Al-Qaïda et Daesh plus proches de nous, en passant par les anarchistes à la fin du 19e siècle. Ce n'est pas directement lié à une culture, à une religion, c'est lié très souvent à un contexte politique et géopolitique et économique et social. Et le grand drame de notre époque, c'est qu'on verse très souvent dans des explications monocausales. On veut voir uniquement un sésame explicatif universel, très souvent la religion. On tombe dans ce que Maxime Rodinson appelait le théologocentrisme. On veut tout expliquer. Oh non. Qui ont ce contexte qui a nourri ces mouvements à travers le monde. Donc, il est impératif aujourd'hui, si on veut véritablement gagner cette bataille, de revenir à une lecture profane des conflits, de ne pas y voir en permanence un conflit entre les lumières et les ténèbres, comme disait M. Netanyahou, mais plutôt le produit de mauvais choix politiques qui ont conduit à des radicalisations qui sont présentes dans plusieurs pays et qui finissent par se transformer en violence lorsqu'on laisse pourrir une situation pendant des décennies, comme ce fut le cas avec la question palestinienne. On avait pendant 30, 40 ans voulu occulter cette question et les attentats du 7 octobre, ces crimes contre l'humanité qu'a commis le Hamas le 7 octobre, sont venus en quelque sorte remettre la question palestinienne au centre, nous ramener à la centralité, à l'universalité de cette question palestinienne, à cette nécessité de ne plus la court-circuiter. L'idée qu'on pourrait résoudre ce problème en le noyant dans un méga deal économique avec MBS et quelques dirigeants du Golfe était une idée particulièrement mal à propos et aujourd'hui on le voit, c'est un retour ça montre la persistance, ce qui se passe, la persistance de la question palestinienne, sa centralité et son universalité, en ce sens qu'il y a une charge symbolique mondiale. Ce conflit ne se joue pas uniquement dans les rues de Gaza, il se joue également dans les grandes capitales européennes, sur les campus des universités américaines, mais également dans ce qu'on appelle le Sud global, partout dans le monde. On est en train d'assister à un monde qui se scinde en deux parce que les traumatismes ne sont pas les mêmes. D'un côté, il y a le traumatisme de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale. De l'autre côté, il y a encore les plaies encore vivaces du colonialisme. Et tant que ces deux mémoires n'auront pas dialogué, je crains que nous n'assistions à un approfondissement des lignes de faille.
Et sujet aussi qui est le terrorisme que vous avez bien expliqué à l'instant, que nous avons abordé ici avec monsieur Alain Grèche, que vous connaissez sans doute, dans un long entretien que j'invite les téléspectateurs à revoir sur le média. Vous avez sans doute suivi aussi les réactions de la classe politique française suite à l'attaque au drone d'hier soir. En premier lieu, celle du président Macron, qui a appelé mardi soir Israël, je cite, à éviter toute attitude escalatoire, notamment au Liban. Il s'était aussi vivement préoccupé face au très lourd bilan civil à Gaza, tout en se disant attaché aussi à la sécurité d'Israël. Comment vous percevez ce positionnement au minimum particulier du président Macron, que beaucoup qualifient depuis le départ d'un peu d'ambigu? Comment vous le voyez, vous? Et monsieur, vous êtes figé, je crois. Rendre la France... Si vous pouvez, pardon, je vous coupe, il y a eu un petit bug de votre côté au niveau si vous pouvez recommencer votre réponse, s'il vous plaît. Je disais que la position de la France a beaucoup oscillé depuis le début de ce conflit, tant et si bien qu'elle est devenue véritablement inaudible aujourd'hui. La France est devenue inaudible au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Emmanuel Macron a commencé par apporter un soutien quasi inconditionnel à Israël. Dans un premier temps, on pouvait comprendre cette solidarité après les attaques du 7 octobre, mais cela a été trop loin avec l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes en France. Cela a été très mal perçu au sud de la Méditerranée. Il a essayé de corriger le tir en allant sur la BBC en disant qu'il fallait qu'Israël cesse de tuer des femmes et des bébés. Il s'est pris un coup de fil du président israélien. Il a de nouveau changé de position et est revenu sur une ligne très pro-israélienne. Donc, on a le sentiment aujourd'hui que la France a perdu beaucoup de son soft power. Le soft power français était à son apogée en 2003, lorsque la France, avec le Vatican, avait dit non à la guerre d'Irak. C'était une position très importante parce qu'elle avait évité que cette guerre d'Irak ne prenne les allures d'un affrontement civilisationnel entre l'islam et l'Occident. On a vu dans le monde arabe que l'Occident lui-même n'était pas entièrement aligné derrière messieurs Bush et Blair. C'était une position très importante. Mais surtout, la figure qui reste marquante au Moyen-Orient, c'est la figure du général de Gaulle qui avait condamné très violemment l'occupation par Israël en 1967, la prise de territoire par la force, et qui avait prédit que cette occupation allait faire naître des mouvements de résistance, qui allait être qualifié de terrorisme et que ce cercle vicieux ne pouvait être brisé que par la fin de l'occupation. Depuis le général de Gaulle, on n'a pas entendu d'hommes d'État occidentaux adresser ce problème à la racine. On continue d'occulter la colonisation, l'occupation, et de penser qu'on peut faire des soins palliatifs, d'envoyer quelques aides humanitaires de temps en temps, de faire des trêves de quelques heures. Malheureusement, cela devient inaudible. On a le sentiment aujourd'hui dans le sud global, entre guillemets, que la France est devenue un pays occidental comme un autre, alors que ce qui faisait la force de la France dans le passé, c'est qu'elle faisait entendre un son de cloche discordant. Elle était certes au sein de la famille occidentale, mais ça n'empêchait pas de prendre des positions parfois à contre-courant, critiquant la guerre du Vietnam, critiquant certaines dérives américaines. Aujourd'hui, cet alignement de la France derrière Israël et les États-Unis lui fait perdre beaucoup d'influence dans une partie du monde où la France aurait encore un rôle significatif à jouer si elle avait le courage d'être fidèle à ses valeurs républicaines et de ne pas accepter que tous les principes partent en fumée dès lors qu'Israël est en jeu. Il y a aussi un positionnement un peu moins j'allais dire, ambigu, comme on le disait, que le président Macron. C'est celui de la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui a tweeté aujourd'hui, suite, comme vous l'avez répété tout à l'heure, à cet appel de plusieurs ministres israéliens à l'émigration des Palestiniens de Gaza. Alors elle a tweeté cela: condamnation claire de déclarations provocatrices de certains ministres israéliens qualifiés d'irresponsables et qui le sont. Est-ce que cette ministre-là vient vous faire un peu vient un peu contre votre avis à l'instant et vous faire revoir un peu votre critique? Oui, enfin, appeler à éviter l'épuration ethnique, c'est quand même la moindre des choses pour une ministre des Affaires étrangères de la République française. Donc, cette déclaration est bien sûr bienvenue, mais ce n'est pas non plus un tournant manifeste. Par ailleurs, il semblerait que la ministre et le Quai d'Orsay en général soient de plus en plus marginalisés par la cellule diplomatique de l'Élysée. Donc, il y a une sorte de personnalisation de la politique extérieure en France
qui est une dérive qui a toujours été là, mais qui est particulièrement marquée depuis Nicolas Sarkozy et qui perdure sous Emmanuel Macron. Et beaucoup de diplomates ont exprimé pour la première fois des critiques assez cinglantes envers les politiques du président de la République. La plupart des ambassadeurs français actuellement en poste en Afrique du Nord et au Moyen-Orient ont signé une lettre dénonçant l'attitude d'Emmanuel Macron par rapport à cette nouvelle guerre israélo-palestinienne. C'est assez significatif. Et on a assisté à des phénomènes du même genre aux États-Unis avec certains diplomates qui n'étaient également pas en phase. Donc on voit que progressivement, les voix qui refusent le cynisme commencent à se faire entendre et il faut espérer qu'avec la pression de l'opinion publique qui sera très importante, la position de la France et d'autres pays occidentaux pourrait évoluer dans les mois et les semaines qui viennent. Dans l'opposition au pouvoir macroniste, on rappelle qu'on a pu noter le silence de Marine Le Pen ou encore Éric Ciotti sur les réseaux sociaux et dans leurs canaux habituels. Seule la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot, a réagi sur Twitter. Elle y dénonce un bombardement de la capitale libanaise, pour la citer, l'appui des États-Unis dans ces exactions. Et elle déclare, je la cite encore, « La France doit exiger la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Des sanctions fermes doivent être prises sans délai. » Comment vous percevez cela, en fait, les réactions ou les non-réactions de la classe politique française? Est-ce que c'est important ou pas, et comment vous les percevez? C'est important, oui. Si je citais tout à l'heure le général de Gaulle, c'est parce que les Libanais ont été très marqués par le fait que lorsqu'en 1968, Israël avait bombardé l'aéroport de Beyrouth et détruit 13 avions civils, il avait immédiatement pris l'initiative personnelle, sans même consulter son conseil des ministres, d'un embargo à l'encontre des armes à destination d'Israël. C'était une décision personnelle du général de Gaulle pour marquer sa désapprobation des politiques agressives d'Israël. Donc on aurait pu attendre que la France prenne une position un peu plus ferme, mais ce n'est pas tant la tiédeur des positions officielles qui est marquante, mais cette nouvelle symbiose entre les extrêmes droites européennes et Israël qui est particulièrement marquante. On a le sentiment que pour beaucoup de partis qui étaient ouvertement ou qui sont encore ouvertement antisémites en Occident, le soutien à Israël est devenu un moyen de se dédouaner, de faire oublier leur histoire, de faire oublier la collaboration et de se poser en protecteur de la civilisation occidentale contre ce nouvel ennemi. Il y a eu un transfert d'hostilité en quelque sorte de la figure du juif vers la figure du musulman et on voit aujourd'hui une coalition assez hétéroclite qui va de courants évangéliques américains qui sont à la fois antisémites et sionistes à M. Zemmour qui nous disait que Pétain avait sauvé des Juifs de France, à Marine Le Pen qui avait à peine condamné son père lorsqu'il disait que l'occupation n'avait pas été particulièrement inhumaine et qui a mis 10 ans à condamner son père lorsqu'il a parlé du point de détail, etc. Donc on a le sentiment qu'il est en train de se créer un axe à l'échelle mondiale entre l'extrême droite et Israël et c'est assez affligeant de voir que M. Netanyahou se soit prêté au jeu et est accepté avec beaucoup de cynisme de fricoter avec certains des pires antisémites de la Terre à partir du moment où ils offraient un soutien inconditionnel à son gouvernement, alors que dans le même temps, on accuse de grandes figures morales comme Edgar Morin ou Stéphane Hessel il y a 10 ans d'antisémitisme. Donc on est dans un univers où l'hypocrisie règne en maîtresse et où les cartes sont en train de se brouiller. C'est pour cela qu'il faut en permanence être vigilant et déconstruire ces nouveaux discours, ou plutôt ces vieux discours orientalistes qui présentent Israël comme une pointe avancée de la civilisation dans un océan supposé de despotisme et de barbarie, et revenir à une lecture profane des conflits, au droit international, à la nécessité pour Israël de se mettre en conformité avec les résolutions de l'ONU. Malheureusement, aujourd'hui, on entend très peu de voix et très peu de grandes puissances qui sont prêtes à mettre suffisamment de pression sur Israël pour que ce pays se conforme au droit international. Et en parlant de droit international, plus ou moins, c'est l'objet de ma dernière question. Cet après-midi, vous avez suivi aussi, j'imagine, en conférence à Lisbonne, le patron de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a déclaré, je le cite, « Ce que nous avons appris
ces 30 dernières années, et ce que nous apprenons maintenant avec la tragédie vécue à Gaza, c'est que la solution doit être imposée de l'extérieur. Il juge donc que les deux parties ne seront jamais capables de parvenir à un accord et que c'est donc à la communauté internationale, armée de ce droit international, d'imposer une solution. Alors vous déclariez, je vous ai vu il y a quelque temps à la télévision, le 10 octobre précisément, dire sur la plateau de télévision que la communauté internationale était responsable du pourrissement de la situation, vous l'avez un peu dit encore tout à l'heure, entre Israël et la Palestine depuis des décennies. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette même communauté internationale peut être auteur d'une issue pacifique dans ce conflit qui dure et qui s'enlise depuis longtemps? Alors, ce qui est vrai, c'est que laissés à eux-mêmes, les Israéliens et les Palestiniens ne pourront pas résoudre ce conflit. Le problème de la communauté internationale, c'est qu'elle n'existe pas. Il faut toujours utiliser des guillemets quand on parle de communauté internationale. Il y a des divisions très profondes, accentuées depuis la guerre en Ukraine, et il y a une discordance totale entre les grandes proclamations et les politiques réelles. Monsieur Borrell fait des déclarations qui sont bien sympathiques. L'Europe a été fondée sur le refus du nationalisme ethnique, le refus du racisme après la Seconde Guerre mondiale, le refus de l'exclusivisme religieux. Mais Madame von der Leyen, au nom de l'Europe, a été jusqu'à apporter un soutien véritablement inconditionnel à Israël. Monsieur Borrell est sur une ligne un peu plus modérée, mais on continue de nous parler de la solution à deux États sans jamais prendre la moindre initiative qui puisse forcer Israël à accepter cette solution à deux États. Le pays qui pourrait véritablement imposer cela à Israël, ce sont les États-Unis. Malheureusement, les États-Unis n'ont pris strictement aucune mesure. Par exemple, aujourd'hui, vous savez que si vous êtes à New York et que vous avez envie de financer une colonie en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est, vous pouvez avoir des déductions d'impôts. Et on a depuis une vingtaine d'années plusieurs milliards de dollars qui ont été envoyés pour construire des colonies, qui ont été déduites des impôts des citoyens américains qui soutenaient ces colonies. Et pendant ce même laps de temps, on continue à nous faire de grands discours sur la solution à deux États. Aujourd'hui, je crains que cette solution à deux États ne soit en train de devenir aussi utopique que la solution binationale dont on nous disait qu'elle était utopique. Tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui entre 700 et 800 000 colons entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie, qu'il sera extrêmement difficile de leur demander de partir. Je ne vois pas quel Premier ministre israélien aurait le courage de demander à 700 000 personnes de quitter les colonies. Même quand Ariel Sharon a voulu retirer ne serait-ce que 5 000 colons de Gaza, il y a eu tout un psychodrame. Donc aujourd'hui, nous sommes en présence de deux populations qui sont véritablement imbriquées, entre 7 et 8 millions d'Arabes, entre 7 et 8 millions de Juifs, qui devront trouver un mode de vie en commun. Et peut-être qu'il faudrait revenir aux idées portées dans les années 30 par Hannah Arendt, par Albert Einstein, par Martin Buber et beaucoup d'autres qui avaient envisagé une sorte de... et le mouvement Brit Shalom autour de l'université hébraïque, qui avait envisagé une sorte de fédération judéo-arabe de formule binationale. Aujourd'hui, ça semble plus loin. On a encore un petit bug au niveau de connexion. Ça va sans doute revenir. D'égards dans leur mode de vie, même dans les réactions épidermiques, sentimentales, pavloviennes qui peuvent les conduire à monter aux extrêmes assez vite. Il faudra tôt ou tard qu'on trouve des mécanismes permettant la vie en commun de ces 15 à 16 millions de personnes et cela ne peut se faire qu'en acceptant l'égalité des droits et des devoirs, l'égalité entre tous les citoyens. L'apartheid ne pourra pas tenir longtemps. Les États-Unis finiront lorsque la génération de M. Biden, qui a grandi un peu dans cette vision romantique d'un Israël seule démocratie de la région, qui a fait fleurir le désert, etc. Lorsque la nouvelle génération, au sein notamment du Parti démocrate américain, sera parvenue au pouvoir, cette indulgence dont a bénéficié Israël se terminera. Et c'est là que M. Netanyahou se rendra compte, peut-être, et ses successeurs, du moins idéologiques, se rendront compte
qu'ils ont peut-être gagné leur pari en tuant la solution à deux États, mais qu'ils se retrouvent avec leur pire cauchemar, avec deux populations véritablement imbriquées, et qu'ils n'auront d'autre choix que de mettre un terme aux discriminations, aux lois il y a Sépare une ces populations, cinquantaine bien de sûr. lois qui discriminent à l'encontre des Bien sûr. Palestiniens et aller vers une égalité totale. Mais merci beaucoup à vous, Karim-Émile Bittard, d'avoir répondu à mes questions ce soir. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth et spécialiste du Proche et Moyen-Orient et que vous étiez en direct à travers Internet. Un peu capricieux ce soir, il y a eu quelques coupures, mais dans l'ensemble, c'était parfait depuis Beyrouth. Merci et bonne soirée à vous. Bonne soirée, bye bye. Merci. Quant à vous, chez vous, merci d'avoir suivi cet entretien. C'est maintenant à vous de jouer. Si vous nous suivez sur YouTube, partagez ce replay et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et si vous nous suivez sur le canal 350 de la Freebox, ne bougez pas, la suite des programmes, c'est dans un instant. Dans tous les cas, soutenez le média, vous le savez, votre média, parlez donc libre pour une chaîne d'information, elle aussi libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Merci et à très bientôt.